Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous aider à trouver un bien rentable dans la ville de Laval. Alors qu'est-ce qu'un investissement rentable pour un investisseur rentable? Tout simplement pour moi c'est un bien qu'on emprunte à la totalité du projet à la banque. Donc vous empruntez le coût d'achat, les frais de notaire et le coût des travaux. D'accord? Vous avez une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être complètement payée par le ou les loyers. Plus, ces loyers doivent payer les charges d'exploitation du bien, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, la provision pour les futurs travaux, l'assurance propriétaire non occupant, etc. etc. D'accord? Tous les mois, l'objectif c'est d'être au minimum, je dis bien au minimum, à l'autofinancement, c'est-à-dire que vous ayez autant de revenus que de dépenses. Et si possible, il faut chercher à obtenir un cash flow positif, donc des revenus d'exploitation supérieurs tous les mois, pour en fait, en quelque sorte, gagner de l'argent tous les mois avec l'immobilier. Donc dès le premier mois et pas dans 20 ans à la fin de votre prêt. D'accord? Pour y parvenir, on va passer par 6 étapes. Alors la première étape, ça va être l'étude de la ville de Laval, parce que particulièrement, je ne la connais pas. Personnellement, je ne la connais pas. Donc si vous aussi vous intéressez à l'immobilier et que vous êtes dans la région de Laval, c'est l'occasion de voir ensemble les éléments les plus importants quand on fait une étude dans une ville. La deuxième étape, ça va être l'estimation du loyer pratiqué à Laval. La troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre à Laval. Donc c'est une étude concrète avec des biens réels à la vente. Quatrième étape, ça va être l'estimation rapide du rendement pour savoir si on peut aller plus loin ou non dans nos calculs. Cinquième étape, ça va être le calcul du montant des mensualités du crédit pour savoir si justement on est à l'autofinancement, si on a un cash flow négatif, ce qu'on n'espère pas, et un cash flow positif. Et la sixième étape, peut-être la plus importante et la plus détaillée, la plus précise, on va utiliser mon calculateur que j'utilise pour voir en détail tous les chiffres de notre investissement. Et on va pouvoir jouer sur différents scénarios, un loyer plus ou moins élevé, des charges plus ou moins élevées, un prix de négociation bien sûr plus ou moins bas, etc. Alors on démarre tout de suite par la première étape et une étude du marché de la ville de Laval. Premier élément, j'aime bien regarder la taille de la ville, tout simplement. Donc vous pouvez taper Wikipédia Laval et on va apprendre déjà qu'il y a 50 000 habitants, hein, si j'arrondis, et une population aire urbaine de 122 000 habitants. C'est donc une ville, une grande ville, hein, au-delà des 50 000 habitants, on peut dire que c'est une grande ville en France. C'est le chef-lieu du département de la Mayenne. Donc vous allez retrouver aussi des bâtiments administratifs, c'est intéressant. Et de toute façon, je vous conseille de lire la page Wikipédia de la ville de Laval. Vous allez en apprendre énormément en peu de temps. Tout simplement, c'est le principe des encyclopédies. Vous allez aussi avoir une partie économique, emploi, histoire de la ville, etc., population et société. Donc c'est vraiment très complet pour une première approche d'une ville. On va regarder où ça se trouve sur la carte de la France, hein, Laval, en Mayenne. Alors, donc la Mayenne, d'accord, on est donc entre Le Mans et Rennes. Au sud, on retrouve la ville d'Angers. Et au nord, il y a peu de villes au nord. C'est Caen, la plus grosse ville au nord, mais c'est très loin. Donc on voit qu'on est sur un... C'est intéressant parce que c'est la plus grosse ville de plusieurs villages et d'un rayon de 20-25 km aux alentours. C'est la plus grande ville. Après, ça va vraiment être Rennes, il me semble. Rennes qui fait partie des plus grandes villes de France en termes de population. D'accord. Ok. Alors, un deuxième élément intéressant, c'est de regarder
les universités à Laval. Pourquoi? Parce que qui dit université dit étudiant, et les étudiants sont des très bons locataires pour nous, investisseurs. Pourquoi? Premièrement parce qu'ils ont des garants, ce sont les parents en fait tout simplement qui vont payer le loyer, donc vous aurez très peu de risques d'impayés. Deuxièmement, ce sont des locataires avec une situation simple, ils sont souvent seuls ou en couple, ils savent qu'ils font leurs études pendant 2, 3, 5 ans, donc ils ne vont pas chercher à refaire votre appartement, à le repeindre, à refaire la cuisine, etc. Vous aurez relativement peu de problèmes avec des étudiants en général. Alors bien sûr, il faut différencier les étudiants d'école supérieure, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, qu'un étudiant en bac professionnel. Hein. C'est sûr que ce n'est pas la même population, ils n'ont peut-être pas le même projet, ils n'ont pas mûri le même projet professionnel. Donc moi je préfère, si possible, m'orienter vraiment vers des écoles supérieures. Alors, en termes d'université, on voit qu'il y a quand même un grand campus. Tiens donc, ouais, il y a un campus. Ok. Qui n'a pas l'air très loin du centre-ville. Hein. J'imagine que le centre-ville doit se trouver peut-être... non, je sais pas, peut-être par ici. D'accord. Alors, un moyen très efficace, c'est de taper aussi directement nombre d'étudiants Laval dans Google. Très efficace. Donc là, encore une page Wikipédia, on nous annonce 1800 étudiants. D'accord. Et là, on a un article de 2018. Le nombre d'étudiants à Laval devrait augmenter dans les prochaines années. Hein, c'est intéressant, ça, pour un investissement serein. On nous annonce quand même une augmentation des étudiants. Donc là, on nous parle d'une école qui passerait de 120 à 160 étudiants et d'une autre école qui passerait de 700 étudiants à 1100 étudiants à l'horizon 2030. Bon, là, c'est un petit peu plus loin comme vision. Mais alors, je regarde un petit peu hein, si j'ai des informations. Parce que 1600 étudiants, ça me paraît peu par rapport au campus quand même. Là, j'ai du mal à comprendre leurs chiffres, hein. Déjà parce qu'ils annoncent 43 000 étudiants. Donc, c'est un site du Canada. C'est une ville, université de Laval, mais au Canada. Hein. On voit l'extension du site, CA. Je vais pouvoir quitter cette page. Parce que 42 000 habitants, je l'aurais vu avant. Du coup, ça doit être dans les 1800 étudiants avec des perspectives de monter vers les 2500, hein, si on se réfère à l'article aussi qu'on a pu voir. Donc 1800, alors c'est vrai que là c'est assez faible. Hein. Pour une ville de 50 000 habitants, c'est assez faible. Et ça me paraît peu, effectivement. Alors c'est les premiers chiffres que j'ai, peut-être qu'il faudrait se les faire confirmer un petit peu en continuant à chercher. Ouais. Bon, on regardera ça par la suite, hein, si jamais on est intéressé par vraiment la population étudiante. On peut regarder aussi l'hôpital. Pourquoi l'hôpital? Parce qu'il y a énormément de personnel soignant qui va y travailler. Mais aussi, il ne faut pas oublier les personnes hospitalisées
et la famille qui va venir les accompagner dans leurs soins. Donc la famille va chercher à se loger à proximité de l'hôpital pour 3, 4, 10 jours, hein, le temps des soins, et accompagner la personne justement malade. Et donc vous aurez deux types. Hein. Donc la population qui travaille, eux, ils ont un CDI, c'est pour de la longue durée, et par contre la famille, c'est location courte durée, location saisonnière, voilà, hein, Airbnb. Donc au niveau de l'hôpital, il faut essayer de retrouver, donc les chiffres clés, c'est combien de personnes travaillent et combien il y a de lits dans le service. Alors, il faut donc chercher un petit peu, là j'ai des chiffres clés. 2000 agents non médicaux et 128 praticiens, médecins, pharmaciens, etc. Donc ça fait plus de 2100 personnes. Et 1000 lits. 1000 lits quand même, hein, c'est beaucoup. Hein. « 1000 lits et 2000 personnes qui travaillent. Donc c'est vraiment intéressant hein, pour une ville de 50 000 habitants et pour nous en tant que propriétaires. J'avais oublié les hôtels. Effectivement, chercher les hôtels à Laval. Pourquoi? Toujours pareil pour la location Airbnb, hein, pour ceux qui seraient intéressés par de la location courte durée. Avoir beaucoup d'hôtels dans une ville, c'est plutôt un bon signe. C'est un signe qu'il y a un marché locatif, tout simplement. Hein, les hôtels ont fait des études bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Donc s'ils ont décidé de s'installer, c'est qu'il y a un marché vraisemblablement. Alors sur Laval, on est sur des hôtels plutôt périphériques. Quelques hôtels dans le cœur de la ville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hôtels à l'intérieur. Mais si on rajoute ceux vraiment en périphérie, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On arrive quand même à un bon nombre d'hôtels, à peu près une vingtaine. Vingtaine d'hôtels, donc c'est plutôt intéressant. Si vous voulez faire de la location courte durée, ça serait à creuser. Hein, regardez aussi le nombre d'offres sur Airbnb. Pourquoi pas. Ok, en termes de transport, la ville de Laval. On va regarder la gare. On va regarder surtout s'ils ont le TGV. Alors, j'ai l'impression qu'il y a le TGV. D'accord, bah très bien, il y a le TGV pour aller sur Paris. Alors, je me demande par où ça passe. Je me demande si ça passe pas par un TER avant sur Le Mans ou Rennes, pour ensuite récupérer le TGV. Ouais, je sais pas. Je vais taper directement TGV Laval. Non, on a des trains TGV entre Paris et Laval. On a des directs et après on a des correspondances hein, parfois, mais on a des directs, effectivement. Bah, très bien, hein. Excellent. Ensuite, concernant la découverte de la ville, moi je vous conseille de passer quelques jours, voire quelques week-ends dans la ville, explorer tous les quartiers de la ville, poser des questions aux personnes qui habitent à Laval. Vous leur donnez un prétexte pour vous parler de leur ville. Vous leur dites que vous êtes un futur locataire et que vous vous demandez comment est le quartier. Hein, et vous pouvez répéter cette question à plusieurs personnes dans plusieurs quartiers. Vous allez vite apprendre en fait comment ça se passe dans le quartier, si la population vous convient, s'il y a des nuisances, etc., etc. La propreté aussi.
Donc vraiment le meilleur moyen après c'est d'aller sur site, passer des heures et des jours pour comprendre comment fonctionne une ville. Ça c'est vraiment si vous venez d'arriver dans la région ou que vous voulez vraiment investir à Laval mais que vous ne connaissez pas la ville. Bien sûr, j'imagine que beaucoup d'entre vous habitent dans la région et ils ont déjà toutes ces informations en fait qu'ils ont pu récupérer au fil des années. Ils savent bien qu'il y a des quartiers qui sont moins intéressants, voire qui craignent un petit peu, alors que d'autres, il n'y a aucun problème. L'objectif aussi, ça serait de ne pas forcément investir dans le quartier le plus cher, mais investir dans un quartier qui est ni chaud ni froid, ce qui permettrait d'avoir des prix moins chers au mètre carré, hein, d'acheter moins cher, tout en ayant un quartier complètement vivable et ne posant aucun problème. Voilà. Alors, on va passer du coup à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer pratiqué à Laval. Alors, vu la population, 50 000 habitants, il n'y a pas trop d'étudiants, j'ai envie de louer un T2. Ça pourrait convenir à un étudiant, à un personnel soignant, à un couple, à un jeune travailleur qui viendrait travailler pour la première fois à Laval. Je ne prends pas trop de risques, un T2 c'est très recherché, c'est comme les studios, donc pas de risque de ne pas le louer. Alors du coup, je vais regarder sur le site du Bon Coin les annonces de location pour des T2. Alors, location, on peut trouver par pièce, enfin trier par pièce. Hop. Et on va juste ouvrir les différentes offres que l'on voit. Et on va noter le prix. Alors, ici. Ah oui, vous pouvez aussi lire les annonces en détail, vous allez en apprendre beaucoup sur la ville, que ce soit un musée à proximité, un parc, un centre commercial, etc. Vous allez en apprendre beaucoup. Donc lui, 40 mètres carrés, 450 €, meublé. Ok. Celui-ci, 420 € à côté de la gare, 35 mètres carrés. Je trouve que c'est un petit peu petit, 35 mètres carrés pour une ville comme Laval. On a envie d'avoir un espace un peu plus grand quand même. Hein. Enfin bon. Un autre appartement, ah bah j'ai l'impression que c'est le même. Ouais, c'est le même. 415 €, 32 mètres carrés, non meublé. Ouais, le loyer est plutôt de 465 €. Pourquoi pas? Le loyer est un petit peu plus cher que d'autres biens qu'on vient de voir. Puis on a 32 mètres carrés, je trouve que c'est aussi un peu faible, hein, un peu petit. Alors, une autre annonce pour compléter et terminer notre étape. Donc là, on a 550 mètres carrés. Euh, 48 mètres carrés, voilà, meublé, ok, 550 €. T2, 48 mètres carrés. Ok, donc on va pouvoir faire une petite conclusion des prix pratiqués à Laval pour la location d'un T2. Donc on a des prix entre 420 et 550 €. Je pense que
on peut prendre un prix raisonnable. Il ne faut pas prendre un prix trop élevé au risque de ne pas pouvoir le louer à ce prix-là et du coup que tous nos calculs s'effondrent. Donc on peut prendre un loyer de 460 €. Je pense que là, on est sûr de louer un T2 rénové. Nous aussi, on compte le louer meublé. Donc louer meublé, ça veut dire aussi le louer un peu plus cher. Donc là, 460 €, ça sera le minimum. On pourra même faire une estimation pour le louer, pourquoi pas plus cher. Alors, on passe à la troisième étape du coup. La sélection des biens à vendre. Alors, on a vu qu'on voulait viser des T2 sur Laval, mais j'ai pas envie de viser un seul T2. Pour avoir de la rentabilité, il faut transformer l'usage des biens. On aurait pu faire de la colocation, acheter un immeuble de rapport pour acheter au prix de gros et avoir 20-25% automatiquement de réduction en fait. On aurait pu agrandir un studio pour en faire un T2. Ça aurait été une solution, pourquoi pas. Enfin, prendre un grand studio et créer une paroi et créer une chambre pour en faire un T2 et le louer au prix d'un T2. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est de la division. J'ai envie de prendre un grand appartement et en faire 2 T2. Ça va me permettre d'acheter au prix au mètre carré, un prix au mètre carré moins élevé, tout en louant au prix du mètre carré d'un T2. Donc même de 2 T2. Alors, on va chercher des biens de plus de 80 mètres carrés, parce que pour moi, un T2 dans une ville, une grande ville de département moyen, enfin, on n'est pas à Paris, je veux dire, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Marseille. Les gens, je pense, attendent un peu plus d'espace. Donc 40 mètres carrés minimum. Alors, on peut prendre, utiliser le site bien ici. Vous allez voir pourquoi j'aime bien ce site. Donc Laval. J'aime bien ce site parce qu'il permet de localiser les annonces. On voit dans quel quartier se trouve l'annonce. Très intéressant. Alors l'emplacement peut être faux à hauteur d'un quartier près, en général. Mais en général, c'est assez bien respecté. Alors, on va trier par surface. On va mettre 80 mètres carrés et 110 mètres carrés. Alors, on a 10 appartements. Celui-ci, par exemple. Appartement en duplex. Donc ça me paraît compliqué pour faire de la division. Diviser un duplex, ça me paraît un peu compliqué. Je ne vais pas aller plus loin avec celui-là. Alors ici, on a un grand appartement, 108 mètres carrés. D'accord, je vais noter. D'accord. Alors ici, on a d'autres appartements bien moins chers. D'accord. Charges de copropriété, c'est intéressant de les avoir, c'est 1774 € par an. L'appartement, de toute façon, on va devoir faire des travaux dedans si on veut créer 2 T2. On voit que c'est dans un grand immeuble. Peut-être que le quartier ne correspond pas à ce qu'on recherche. Mais bon, pour le moment, on ne sait pas, on ne connaît pas la ville de Laval. Donc, ça ne va pas être un premier frein, ça ne va pas être un frein au début. Donc, 95 000 €. Puis là, le prix est bien plus bas que les 170 000. On a un autre bien ici. D'accord. Les photos sont pas terribles. On voit qu'on a un espace parc quand même à côté de l'appartement. Ok, on n'a pas beaucoup d'informations sur le bien. Oui.
Et là, on nous parle d'un appartement très bien, mais de 245 € par mois. Après, il faut comprendre des charges de copropriété. Il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on nous parle de chauffage, eau chaude, froide, entretien des espaces verts, des parties communes, gardien, poubelle. Ouais. Il a l'air assez propre. Mais je vous avoue que les charges par mois sont trop élevées pour moi. Hein. Ça va impacter énormément notre rentabilité. Et je préfère du coup... je préfère aller sur ce bien-là. Alors même si il va falloir aller le visiter, voir si c'est possible de l'aménager en 2T2. Certains appartements ne le pourront pas, hein, parce que on a vu il y a une partie mezzanine où c'est sur 2 étages, ou tout simplement la configuration ne s'y prête pas. Regardez ça donc pour votre visite. Regardez aussi dans le règlement de copropriété si c'est possible de faire ce type de division. Renseignez-vous auprès de la copropriété. Ça, c'est très important avant d'aller plus loin. Mais sinon, je pense qu'on va pouvoir prendre ce bien-là pour la suite de notre étude. Et donc la division en 2T2. Allez, on passe à l'étape 4 et l'estimation du rendement. Donc, on a un coût d'achat de 95 000 €. Ouais, c'est bien ça. Les frais de notaire qui vont être autour de 8 à 9%, donc je vais mettre 8 000 €, 8 500 €. Le coût des travaux, la partie un petit peu estimation. Il va falloir de toute façon faire passer au moins 2 artisans pour avoir 2 devis sur le montant total des travaux, hein, pour savoir où vous allez. Le fait aussi de faire passer des artisans, ça va vous aider à imaginer les transformations de votre bien. Un artisan aura une idée, l'autre artisan aura une autre idée, et comme ça vous prenez le meilleur des deux idées tout simplement. Nous on va faire une estimation, donc je donne toujours 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des gros travaux. Ici, la cuisine, c'est dans un certain style, hein, on voit que c'est en bois, mais c'est plutôt propre, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'on peut garder ça, la cuisine. J'ai pas la salle de bain. J'ai pas la salle de bain, mais l'appartement a l'air assez propre, bien entretenu, il y a du beau mobilier. Allez, je vais compter comme si je devais refaire une salle de bain, en créer une autre et créer une cuisine pour le second T2. Donc ça va être la rénovation de la salle de bain 4 000 €, création d'une autre salle de bain 4 000 €, création de la cuisine 4 000 €, on est à 12 000 € déjà de travaux. Après, il va falloir cloisonner les 2 appartements, faire une isolation contre le son, ok, et il va falloir refaire à mon avis des cloisons, hein, pour avoir 2 appartements à peu près symétriques. Donc je pense qu'on en aura pour 25 000 € minimum. Hein. On va partir sur 25 000 € de travaux minimum, à se faire confirmer bien sûr par les artisans. Ce qui nous donnerait un projet de 128 000 500 €. Prix de location, donc on avait dit 460 € je pense. On va vérifier. 460 € par T2. Donc ici 2 T2. Ça nous fait donc du 920 €. Et donc on va regarder si ça respecte la règle des 1%. La règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer, donc 920 € brut, correspond à 1% du coût total du projet. Alors ici, pour que ça respecte la règle des 1%, il faudrait acheter le projet pour 92 000 €. Donc on voit qu'on est au-dessus en achetant à 128 500 €. Cependant, ce n'est qu'un indicateur. Il est très rare déjà de respecter la règle des 1%
sans négociation, voilà, en premier calcul. D'accord? C'est un calcul simple où on ne prend pas en compte les charges non plus, donc il faut approfondir de toute façon ce calcul. Et puis, même si on n'atteint pas le 1%, si on n'en est pas très loin, eh ben c'est quand même bon signe. Je veux dire, on peut quand même avoir un bien qui s'autofinance. Alors, avoir un gros cash flow, ça va paraître compliqué hein, par rapport à ce premier chiffre, mais on va voir si on ne peut pas optimiser tout ça. Alors, on passe à l'étape suivante et les calculs du coût du crédit et des mensualités. Donc, on aurait un coût total du projet de 128 500 €. Le loyer estimé de 920 €. Il va falloir enlever 30% sur ses revenus bruts. Premièrement parce que la banque va appliquer ce barème de 30%. Ils savent que vous allez avoir des charges d'exploitation. Hein, j'en ai parlé, la taxe foncière, les charges de copropriété, peut-être des frais d'agence, etc., etc. Donc, ils enlèvent automatiquement 30% des revenus bruts pour avoir une estimation des revenus nets et c'est ce qu'on va faire. Donc, si on enlève à peu près 300 €, ça nous fait du 640 € estimé net par la banque. Et donc, on va voir combien coûtent nos mensualités si on emprunte 128 500 €. On va regarder ça tout de suite. Donc moi j'utilise la calculatrice de meilleur taux, hein, c'est très pratique, très bien fait. On va emprunter sur la durée la plus longue possible, ça c'est très important pour avoir les mensualités les plus petites et ainsi avoir un meilleur cash flow tous les mois. Vous allez voir que tout de suite on passe à 646 € de mensualité. Alors effectivement le coût du crédit total sera plus élevé, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas vous qui le remboursez, ce sont les locataires. Et utiliser l'argent des autres pour vous payer, pour rembourser le prêt, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que les gens s'enrichissent, tout simplement. Le taux du prêt, il ne faut pas espérer 1,3 parce que là, on veut emprunter la totalité du projet. Il va falloir donner des contreparties à la banque, faire des efforts. Ça va être une négociation aussi avec eux. Et donc si vous obtenez 1,8, ça sera déjà très bien. Par contre pour le taux d'assurance, moi je ne suis pas d'accord avec meilleur taux, on peut avoir largement mieux et on peut obtenir 0,1% sans problème. Moi j'ai eu 0,07%. Au pire vous faites appel à un courtier en assurance de crédit et il va normalement vous fournir des meilleures offres que ce que vous propose votre banque. Celle qui va vous proposer votre prêt va vous proposer aussi une assurance, mais ce n'est pas toujours la plus intéressante pour votre prêt. Et ça a l'air de rien, hein, ça a l'air de rien, 0,1% ou 0,3%, mais c'est énorme hein, sur 20 ans. Regardez, entre 0,1 et 0,3, donc là 0,1 on est à 649 €, et là on est à 670 €. Donc on a pris près de 21 €, hein, si je ne me trompe pas. Ça a augmenté de 21 €. Alors 21 €, ça paraît rien, mais tous les mois. Donc ça fait déjà plus de 240 € par an. Vous multipliez par 20 années, et ben ça nous fait plus de 4000 €, plus de 4000 € de plus. Hein. Ok, donc on aurait des mensualités de 649 €. Et donc maintenant c'est simple de savoir si on va avoir un cash flow positif ou négatif. On regarde si les loyers permettent de payer les mensualités. Avec 640 € net et 649 € de mensualité, eh ben on est à l'autofinancement, hein, on est à 9 € à mettre de notre poche tous les mois. Donc là c'est déjà très bien. On a un bien quand même qui se paye tout seul, on a emprunté la totalité à la banque et tous les mois ça s'autofinance hein, à 9 € près. On n'est pas non plus aussi... voilà, on n'est pas...
pour 10-15 euros, il n'y a pas de problème. Par contre, là on a fait plusieurs estimations qui comprennent les charges. On a enlevé 30% des revenus bruts pour avoir les revenus nets. Et ça, c'est pas forcément toujours la réalité. Et on va passer du coup à l'étape 6 pour faire aussi plusieurs scénarios pour voir un petit peu comment on pourrait avoir un meilleur cash flow quand même. On n'a pas négocié, il y a pas mal de choses encore à voir. Alors le bien, c'était un 95 000 euros, 84 mètres carrés. Les travaux, j'ai été parti sur 25 000 euros, donc à se faire confirmer bien sûr par au moins 2 artisans. Les frais de notaire se calculent automatiquement dans mon fichier Excel, mais vous pouvez utiliser le site notaire.fr pour avoir le chiffre exact. Les frais bancaires facturés par la banque, on n'avait déjà pas pris ça en compte. Pour créer votre prêt, ils vont vous demander des frais de dossier. Essayez de les négocier à 0 euros, hein. Mais si vous n'y arrivez pas, voilà, j'ai budgétisé au moins 500 euros. Un autre coût dont je n'ai pas encore parlé, c'est la valeur du mobilier. Parce que je vous ai dit qu'on allait louer en meublé pour plusieurs raisons. Déjà pour créer une offre clé en main. Hein. Vous savez, le locataire n'a qu'à venir avec sa valise et il s'installe dans votre appartement. C'est beaucoup plus simple pour lui. Les jeunes maintenant ont beaucoup de déplacements. Enfin, les jeunes vont s'installer dans une ville pour démarrer un travail. Ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, mais au début, ils n'ont pas envie de s'encombrer avec des meubles. Donc c'est vraiment très très à la mode de louer meublé. Deuxièmement, avec du mobilier, ça permet de louer plus cher, j'en ai parlé, plus cher que les concurrents. Et troisièmement, ça va nous permettre de bénéficier du régime LMNP. C'est un régime fiscal très avantageux, donc j'en parlerai tout de suite après. Alors la valeur du mobilier, du coup, moi je compte 2500 euros par T2, hein, donc ça fait 5000 euros. Ça comprend un lit, un matelas, un bureau, un dressing, une chaise, une table basse, la cuisine équipée, un peu d'électroménager, une salle à manger, des chaises et pourquoi pas un salon avec un canapé et une télé. Hein. Donc ça peut paraître beaucoup comme ça, mais quand vous avez des magasins de déstockage professionnels, on arrive à faire des très bonnes affaires au niveau du mobilier et ça nous revient pas si cher que ça. Alors, pour la partie financement, on touche à rien, on ne fait pas d'apport personnel et par contre le montant du prêt va être un peu plus élevé vu qu'on prend en compte aussi la valeur du mobilier. Parce que ça fait partie du coût total du projet, hein, tout simplement. Ok, alors la partie fiscalité maintenant. Alors j'aime bien rappeler un petit peu comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier, parce qu'on entend beaucoup de choses et tout est son contraire. Donc la fiscalité en immobilier, ça dépend de votre tranche marginale d'imposition, votre fameux TMI, qui est défini par vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent en tant que salarié, plus vous montez de tranche. Pour les plus connus sont 14 et 30%. Donc il faut savoir que chaque euro touché dans l'immobilier, quand vous louez en votre nom propre, hein, je ne parle pas du régime en société, va être taxé du coup à ce taux, à votre TMI. Mais il va également falloir rajouter les prélèvements sociaux, la CSG, de 17,2%. C'est-à-dire que vous allez payer peut-être 14 plus 17,2% d'impôt sur chaque euro touché dans l'immobilier. Je parle de chaque euro touché parce que c'est les euros des loyers qui vous permettent de déjà payer votre crédit et payer toutes les autres charges. Ce n'est pas les euros dans votre poche. Donc vous avez compris que si vous touchez 1000 euros et que vous donnez 300 euros à l'État, ça impacte énormément vos calculs et la rentabilité d'un bien. Ce qui est génial avec le régime LMNP, donc loué en meublé, c'est que vous allez pouvoir amortir le prix du bien, donc ici 95 000 euros, sur 30 ans. Ça nous fait près de 3 000 euros par an. Vous allez aussi pouvoir amortir
le coût des travaux, ça c'est pareil en location nue, donc 25 000 euros, et vous allez pouvoir amortir le prix du mobilier, la valeur du mobilier sur 6 ans, donc près de 1 000 euros par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous créer du déficit, et le déficit va vous permettre, et de l'autre côté vous avez les revenus, le déficit va vous permettre de ne pas payer d'impôts les premières années, parce que vous êtes en négatif en fait, hein, tout simplement. Vous avez à amortir la valeur du bien, les travaux et la valeur du mobilier. Hein. Donc, en fait, les 5-6 premières années en LMNP, surtout dans ce type de projet où il y a également beaucoup de travaux, vous n'allez pas payer d'impôts, 0 € d'impôts. Ça, c'est ce que je conseille vraiment aux premiers investisseurs, enfin aux investisseurs qui débutent et qui veulent faire leurs premiers investissements. Renseignez-vous vraiment sur le régime LMNP, c'est souvent le plus intéressant pour démarrer. Je vais passer à l'étape suivante, parce que la fiscalité, après, ça dépend vraiment de votre situation et c'est très particulier pour chacun, en fait, tout simplement. Mais vous avez compris l'essentiel. Avec le système de déficit qui permet de ne pas payer d'impôts les 5-6 premières années. Alors, au niveau des recettes locatives, il ne faut pas oublier qu'il y aura de la vacance. Hein. Vos appartements ne seront pas loués toute l'année pendant 10 ans. Malheureusement, hein, on espérait, mais ça n'arrive jamais. Il y a toujours des départs et un certain délai entre l'entrée du nouveau locataire. Donc, pour des T2, moi je compte 2 semaines par an. En moyenne, je provisionne 2 semaines par an où votre logement sera vide. Ça correspond à 4%. Au niveau des loyers, donc si on loue à 460 €, on peut espérer 920 €. Je pense que c'est vraiment le loyer bas et on va pouvoir faire des estimations avec un loyer un petit peu plus élevé. Alors, les charges de notre appartement, si vous faites appel à une agence pour gérer votre bien, ça sera entre 7 et 8% des revenus bruts. Au niveau de la taxe foncière et des charges de copropriété, ça, il faut demander aux propriétaires ces anciennes, combien coûtent ces taxes, en fait, tout simplement. Donc là, on a une information pour les charges de copropriété, c'est 1 774 € par an. C'est assez élevé. Déjà, je trouve que 100 € par mois, c'est déjà pas mal. Et là, on est un petit peu plus de 100 € par mois. Pour la taxe foncière, ça, je ne la connais pas. Il va falloir l'estimer. J'espère qu'à Laval, c'est pas trop élevé. Et je vais faire une estimation à 650 €. Mais vraiment, il faut les demander aux propriétaires. C'est très important. Parce que ça peut varier d'un immeuble à un autre. Et d'une ville à une autre, hein, aussi, la taxe foncière. Les réparations, effectivement, malheureusement aussi, il faut provisionner un budget travaux, réparation, que ce soit pour le mobilier, pour une fuite dans la salle de bain, une clé, une porte qui ne se ferme plus, etc. Donc moi je budgétise toujours un demi-mois de loyer, donc ça nous fait du 460 € quand même, qui va partir tous les ans. Et ça c'est presque certain parce que ça va très très vite, hein, les factures. L'assurance propriétaire non occupant. Vous allez devoir faire assurer 2 biens, 2 T2. Du coup, je pense que pour chaque T2, 100 €, ça me paraît pas mal. Donc au total, 200 €. Vous allez aussi avoir des frais d'entrée-sortie facturés par l'agence. Moi, je paye 75 € pour mes colocations à chaque entrée et sortie. Pour de la location plus classique de T2, ça sera plutôt un demi-mois de loyer, hein, quand même. Donc si on se base sur un départ par an, on peut partir donc sur 230 € à peu près de frais en plus. Ok. Donc là, on a nos premiers chiffres retour sur investissement. Alors honnêtement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment le cash flow, savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou plutôt si vous avez de l'argent qui sort de votre poche tous les mois. Bien sûr, nous, on recherche à avoir de l'argent qui rentre dans notre poche tous les mois.
Donc, on va regarder le cash flow qui est juste plus bas. Et en fait, on se rend compte que on serait là actuellement à un cash flow négatif de moins 126 euros. Là, on a pris en compte donc plus de charges que l'étape précédente, un coût d'achat un petit peu plus élevé avec le mobilier et les frais de dossier à la banque. Donc actuellement, c'est quand même une mauvaise affaire, hein, je dois le dire, parce que tous les mois, vous mettez 120 euros de votre poche. Il n'y a pas que ça, ça veut dire aussi que vous n'allez pas pouvoir multiplier vos investissements. Vous n'allez pas pouvoir racheter un autre bien. Parce que imaginez, enfin la banque ne vous prêtera pas parce que là, vous perdez de l'argent tous les mois en quelque sorte. Et ça va vous bloquer au niveau d'autres financements pour les prochains investissements. Il faut montrer à la banque que vous arrivez à gagner de l'argent ou au moins que vous n'en perdez pas. Mais c'est pas grave parce que y a plein d'éléments qu'on n'a pas pris en compte encore. On n'a pas pris en compte déjà la négociation qui est très importante dans un bien. Vous allez voir. Donc j'enregistre le scénario de base. Alors après, donc première étape, ça va être essayer de négocier quand même le prix du bien. Hein. Ça va être obligatoire. De toute façon, si on veut acheter un bien rentable, il n'y aura pas d'autre moyen. Le prix d'achat est très important pour faire une bonne affaire. On dit souvent qu'on fait une bonne affaire à l'achat. Hein. Donc si je fais baisser de 5000 euros, je vais enregistrer ce scénario. Alors si je refais baisser de 5000 euros, donc 85 000 euros au total, je vais enregistrer ce scénario. Pour moi, déjà, 10 000 euros, ça va être le minimum. Hein. C'est pas tant que ça, hein. C'est un peu plus de 10% du prix affiché. Donc, il ne faut pas, de toute façon, avoir peur. Hein. Il faut oser proposer un prix plus bas. De toute façon, vous cherchez un bien rentable, donc il n'y a pas d'autre solution déjà que de faire baisser ce prix d'achat. D'accord ? Si on regarde là, notre cash flow, à combien il est? On l'a diminué quand même de moitié, mais on est toujours en négatif. Il va falloir encore faire baisser le prix. Donc, 80 000 euros. Je vais enregistrer. Après, ce qu'on peut imaginer, c'est avec un loyer un petit peu plus haut. Donc, au lieu de louer 460 euros nos T2, on peut pourquoi pas louer 480 euros. Hein, c'est pas une augmentation énorme, on n'augmente que de 20 euros. Mais on augmente 20 euros par appartement, donc ça nous fait quand même 40 euros en tout. Ok. Je vais enregistrer. Avec un loyer à 480 euros. Ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est voir l'impact des frais. Vous allez voir, c'est assez important. Donc si on ne fait pas appel à une agence, c'est pas forcément ce que je conseille, mais pour démarrer, peut-être que les premières années, vous n'allez pas faire gérer par une agence, vous en occupez par vous-même pour avoir un meilleur cash flow et vous rendre compte des échanges entre un propriétaire et un locataire. Hein. C'est important de se faire aussi la main soi-même avant de déléguer. Donc, je vais enregistrer. Donc là, on a sans agence et loyer 480 euros. Ok. Un autre élément, ça pourrait être... enfin voilà, on a vu de toute façon les différents éléments qui font varier le cash flow. Hein. Ça va être le coût total de l'opération, essayer de faire baisser au maximum. Ça peut être aussi faire baisser le montant des travaux, faire une partie des travaux soi-même, pourquoi pas. Après, ça va être le financement et surtout avoir la durée d'emprunt la plus longue possible pour avoir des mensualités les plus petites possibles. Après, ça va être le loyer, tout simplement, augmenter le loyer que vous allez obtenir de vos investissements. Ça, c'est le meilleur moyen pour atteindre un cash flow positif.
Et après, ça va être réduire les charges. Alors les charges, sur ce qu'on peut jouer, ça va être les frais de gestion, peut-être l'assurance propriétaire non occupant. Voilà. Bon, on va comparer tous ces scénarios les uns avec les autres. Hop, donc je clique sur mon petit bouton magique et ça va me comparer tous les scénarios. Je vais zoomer pour que vous voyez bien les résultats qu'on a. Alors, donc là, les premiers scénarios, c'est les scénarios de base. On négocie petit à petit 5000 €. Alors, on est en négatif à moins 126 € de cash flow. Et si on négocie de 15 000 €, on est à moins 40 € approximativement. D'accord, mais on est toujours en négatif. Hein. Si on augmente le loyer de 20 € par T2, et ben là on peut dire à l'autofinancement, hein, on est un tout petit peu en négatif. On peut dire qu'on est à l'autofinancement à 15-20 € près. Par contre, si tout de suite vous enlevez les frais d'agence, on voit là, et là on a un cash flow positif de plus de 50 €, même 65 €. Ok, donc ce qui veut dire que si vous investissez à Laval, investir dans la division de 2T2, ça peut être intéressant. Il va falloir forcément acheter bien en dessous du prix affiché, aux alentours des 80 000 € pour 25 000 € de travaux et des charges de copropriété qu'on a vues d'environ 1700 €. Il y aurait pourquoi pas d'autres opportunités dans de la colocation, pourquoi pas, ou dans l'achat d'immeubles, la location courte durée. Ça, c'est un autre calcul à faire. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment, je le répète, d'être à l'autofinancement pour pouvoir multiplier les investissements et réinvestir dans d'autres appartements et acheter 2, 3, 4, 5 appartements. C'est comme ça que font les investisseurs à succès. Ils arrivent à gagner de l'argent tous les mois. Donc ça doit vraiment être votre critère numéro 1 pour investir. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous habitez Laval ou dans la région, je suis content pour vous parce que vous n'êtes quand même pas si loin que ça d'obtenir un bien rentable avec un investissement classique en T2. Hein. En tout cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir encore plus de contenu sur comment investir dans l'immobilier. Vous pouvez aussi aller voir dans la description où vous pouvez télécharger mon fichier Excel pour faire vos calculs de rentabilité. Hein, c'est tout de suite en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez aussi télécharger mon guide sur comment faire une bonne affaire dans l'immobilier, dans lequel je donne 7 astuces vraiment pour acheter en dessous du prix du marché. Ça vous sera très utile à Laval. Moi, je vous souhaite de très bons investissements à Laval, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!